À la fin de l'électroaimant, nous trouvons l'armature. C'est un petit composant qui pivote. Lorsque l'électroaimant est sous tension, il attire l'armature. Lorsque l'électroaimant est désactivé, l'armature revient à sa position initiale. Généralement, un petit ressort est utilisé pour y parvenir. Un contacteur mobile est relié à cette armature. Lorsque l'armature est attirée par l'électroaimant, elle se ferme et complète le circuit du côté secondaire. Nous avons deux types de relais de base, le type normalement ouvert et le type normalement fermé. Il existe d'autres types de relais et nous allons les examiner plus tard dans la vidéo. Avec le type normalement ouvert, aucune électricité ne circule dans le circuit secondaire. La charge est donc coupée. Cependant, lorsqu'un courant passe dans le circuit primaire, un champ magnétique est induit dans l'électroaimant. Ce champ magnétique attire à l'armature et tire le contacteur mobile jusqu'à ce qu'il touche les bornes du circuit secondaire. Cela complète le circuit et fournit de l'électricité à la charge. Avec le type normalement fermé, le circuit secondaire est normalement complet et la charge est donc en marche. Lorsqu'un courant passe dans le circuit primaire, le champ électromagnétique fait repousser l'armature qui déconnecte le contacteur et coupe le circuit, ce qui coupe l'alimentation électrique de la charge. Le fonctionnement des relais statiques ou SSR est similaire en principe. Mais contrairement aux relais électromécaniques, il ne comporte pas de pièces mobiles. Le relais statique utilise les propriétés électriques et optiques des semi-conducteurs statiques pour assurer son isolation d'entrée et de sortie, ainsi que ses fonctions de commutation. Avec ce type de dispositif, on trouve une lumière LED sur le côté primaire au lieu d'un électroaimant. La LED assure un couplage optique en envoyant un faisceau de lumière à travers un espace et dans le récepteur d'un transistor photosensible adjacent. Nous contrôlons le fonctionnement de ce type de dispositif en allumant et en éteignant simplement la LED. Le phototransistor agit comme un isolant et ne permet pas au courant de circuler, sauf s'il est exposé à la lumière. À l'intérieur du phototransistor, nous avons différentes couches de matériaux semi-conducteurs. Il y a le type N et le type P, qui sont pris en sandwich ensemble. Le type N et le type P sont tous deux fabriqués à partir de silicium, mais ils ont chacun été mélangés à d'autres matériaux pour modifier leurs propriétés électriques. Le type N a été mélangé avec un matériau qui lui donne beaucoup d'électrons supplémentaires et inutiles, qui peuvent se déplacer librement vers d'autres atomes. Le type P a été mélangé à un matériau qui a moins d'électrons, ce qui fait que ce côté a beaucoup d'espace vide où les électrons peuvent se déplacer. Lorsque les matériaux sont assemblés, une barrière électrique se développe et empêche les électrons de circuler. Cependant, lorsque la LED est allumée, elle émet une autre particule appelée photon. Le photon heurte le matériau de type P et frappe les électrons, les poussant à travers la barrière et dans le matériau de type N. Les électrons de la première barrière pourront alors faire le même saut et un courant est alors développé. Une fois que la LED est éteinte, les photons cessent de faire passer les électrons à travers la barrière et le courant du côté secondaire s'arrête. Nous pouvons donc contrôler le circuit secondaire simplement en utilisant un faisceau de lumière. Il existe de nombreux types de relais. Nous allons examiner quelques-uns des principaux ainsi que quelques exemples simples de leur utilisation. Faites-moi savoir dans la section commentaires comment et où vous avez vu des relais utilisés, ou mieux encore, dites-moi quelles idées vous avez pour leur application ou tout projet sur lequel vous travaillez où ils pourraient être appliqués. Comme nous l'avons vu plus haut dans cette vidéo, nous avons le simple relais normalement ouvert. Cela signifie que la charge du côté secondaire est coupée jusqu'à ce que le circuit soit complet sur le primaire. Nous pouvons l'utiliser par exemple pour contrôler un ventilateur en utilisant une bande bimétallique comme interrupteur sur le côté primaire. La bande bimétallique se pliera à mesure que la température augmentera. À une certaine température, elle complétera le circuit et mettra le ventilateur en marche pour assurer un certain refroidissement. Nous avons également le relais normalement fermé. Cela signifie que la charge du côté secondaire est normalement activée. Nous pourrions par exemple commander un simple système de pompe
pour maintenir un certain niveau d'eau dans le réservoir de stockage. Lorsque le niveau d'eau est bas, la pompe se met en marche. Mais une fois qu'elle atteint la limite requise, elle complète le circuit primaire et retire le contacteur, ce qui coupe l'alimentation de la pompe. Dans un relais standard normalement ouvert, une fois que le circuit primaire est mis hors tension, le champ électromagnétique disparaît et le ressort ramène le contacteur à sa position initiale. Parfois, nous voulons que le circuit secondaire reste sous tension après l'ouverture du circuit primaire. Pour cela, nous pouvons utiliser un relais de verrouillage. Par exemple, lorsque nous appuyons sur le bouton d'appel d'un ascenseur, nous voulons que la lumière du bouton reste allumée, afin que l'utilisateur sache que l'ascenseur arrive. Nous pouvons donc utiliser des relais de verrouillage pour ce faire. Il existe de nombreuses conceptions différentes pour ce type de relais, mais dans cet exemple simplifié, nous avons 3 circuits séparés et un piston qui se trouve entre eux. Le premier circuit est le bouton d'appel, le deuxième est la lampe et le troisième est le circuit de réinitialisation. Lorsque le bouton d'appel est enfoncé, il complète le circuit et alimente l'électroaimant, qui tire le piston et complète le circuit pour allumer la lampe. Un signal est également envoyé au contrôleur de l'ascenseur pour faire descendre l'ascenseur. Le bouton est relâché, ce qui coupe l'alimentation du circuit initial. Mais comme le piston n'est pas chargé par un ressort, il reste en position et la lampe reste allumée. Une fois que la cabine d'ascenseur atteint l'étage inférieur, elle entre en contact avec l'interrupteur d'arrêt. Celui-ci alimente le deuxième électroaimant et retire le piston, coupant ainsi le courant qui va à la lampe. Les relais de verrouillage présentent donc l'avantage d'avoir une mémoire de position. Une fois activés, ils restent dans leur dernière position sans qu'il soit nécessaire de faire appel à une autre entrée ou à un autre courant. Les relais peuvent être unipolaires ou bipolaires. Le terme pôle fait référence au nombre de circuits commutés lorsque le relais est excité. Cela permet d'alimenter plus d'un circuit secondaire à partir d'un seul circuit primaire. On peut par exemple utiliser un relais bipolaire pour commander un ventilateur de refroidissement et aussi un voyant lumineux. Le ventilateur et la lampe sont normalement tous deux éteints. Mais lorsque la bande métallique du circuit primaire devient trop chaude, il se plie pour compléter le circuit. Cela crée un champ électromagnétique et ferme les 2 contacteurs du côté secondaire, ce qui alimente le ventilateur de refroidissement ainsi que le voyant lumineux. Lorsqu'il s'agit de relais, vous entendrez souvent le terme direction. Ce terme fait différence au nombre de contacts ou au point de connexion. Un relais unipolaire à 2 directions combine un circuit normalement ouvert et un circuit normalement fermé. Il est également appelé relais inverseur car il alterne ou change entre 2 circuits secondaires. Dans cet exemple, lorsque le circuit primaire est ouvert, le ressort du côté secondaire tire le contacteur vers la borne B, alimentant ainsi la lampe. Le ventilateur reste éteint parce que le circuit n'est pas complet. Lorsque le circuit primaire est sous tension, l'électroaimant tire le contacteur vers la borne A et détourne l'électricité, cette fois-ci pour alimenter le ventilateur et éteindre la lampe. Nous pouvons donc utiliser ce type de relais pour contrôler différents circuits en fonction d'un événement. Un relais bipolaire bidirectionnel, ou DPDT, est utilisé pour contrôler 2 états sur 2 circuits séparés. Ici, nous pouvons voir un relais DPDT. Lorsque le circuit primaire n'est pas complet, les bornes T1 et T2 sont reliées aux bornes B et D, respectivement. La LED rouge et le voyant lumineux sont alimentés. Lorsque le circuit primaire est fermé, les bornes T1 et T2 sont connectées aux bornes A et C, le ventilateur s'allume et le voyant vert est alimenté. Nous devons prendre en compte le champ électromagnétique arrière, ou force électromotrice lorsque nous travaillons avec des électroaimants. Lorsque nous alimentons la bobine, le champ électromagnétique s'accumule jusqu'à un point maximum. Le champ magnétique stocke l'énergie. Lorsque nous coupons l'alimentation, le champ électromagnétique s'effondre et libère très rapidement cette énergie stockée. Ce champ d'effondrement continue à pousser les électrons, c'est pourquoi nous obtenons la force contre-électromotrice. Ce n'est pas une bonne chose, car elle peut produire de très grandes pointes de tension qui endommagent nos circuits.
Pour surmonter cela, nous pouvons utiliser ce qui ressemble à une diode pour supprimer ce phénomène. La diode ne permet au courant de circuler que dans un seul sens. Donc, en fonctionnement normal, le courant circule vers la bobine. Mais, lorsque nous coupons le courant, le champ magnétique arrière va pousser les électrons et la diode va donc fournir un chemin pour que la bobine dissipe son énergie en toute sécurité